Bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et psychothérapeute certifiée en thérapie sensorimotrice. C'est une thérapie psychocorporelle. Et ici, dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel tu es invité à venir t'informer et à vivre des expériences pour créer plus de liens nourrissants avec toi-même, ce qui est pour moi la base pour des relations nourrissantes avec les personnes autour de toi. Et je suis vraiment ravie parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des interviews. Je suis ravie de t'annoncer que je reprends les interviews enfin et je suis encore plus ravie de t'accueillir aujourd'hui pour écouter un échange qui m'a passionnée et qui m'a fait beaucoup de bien avec Claude Parizeau, qui est thérapeute, couple imago, superviseur, animateur de stage justement, stage couple, stage sexualité, qui est auteur d'un super livre, qui est sexothérapeute, formateur de gestion de stress, préparateur mental et surtout une personne qui dégage tellement de sécurité et de vulnérabilité, qui est tellement humble et tellement dans la bienveillance et dans la douceur et en même temps dans la force. Enfin, tu vas le découvrir que c'était un vrai plaisir d'échanger avec lui. Je l'ai connu il y a quelques semaines, je l'ai partagé ici aussi dans un stage Imago justement. C'est des stages dont j'ai entendu parler depuis des années et là ça y est, j'ai découvert ça, j'intègre ça dans ma vie et c'est puissant. Donc, qu'est-ce qui t'attend dans cette interview ? On va pas seulement parler de couple, on va parler de toute relation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne se comprend plus ? Bon, là je reviens sur les couples. En général, c'est dans les couples qu'à un moment donné, la communication s'arrête. Mais en fait, ce que Claude partage, ça touche toute relation. Et l'imago, ça se fait même en entreprise, ça se fait avec des enfants. Et du coup, comment on peut remettre de la compréhension entre deux personnes, de la vraie compréhension avec une base de vraie sécurité dans le lien et dans la relation. On va parler, c'est un peu pour ça que j'ai invité Claude, du thème de la soumission, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, et comme quoi, quand on a appris à se soumettre, et ça peut être caché derrière des comportements comme de la suradaptation, comme ce comportement, cette stratégie adaptative particulièrement, elle peut créer beaucoup de colère que la personne garde à l'intérieur de soi. On aborde aussi la question comment en sortir, comment on peut se rendre compte qu'on est là-dedans, l'importance de l'accompagnement quand on se rend compte qu'il y a des choses qui sont bloquées à l'intérieur. On va aborder le sujet qu'on rencontre une personne parce qu'elle a vécu les mêmes blessures que nous-mêmes, et on va aborder aussi que dans un couple, il y a souvent une personne qui est entre guillemets maximiseur, qui va chercher le lien à tout prix, et une personne qui est entre guillemets minimiseur, qui va se recroqueviller, qui veut tout fermer, alors que les deux ont besoin de lien. Voilà, c'est un échange qui est ultra riche. À la fin, Claude va partager une expérience. C'est presque déjà un début d'un dialogue imago, mais c'est une expérience qui va vraiment te permettre de te poser dans ton corps et de t'ouvrir vraiment à l'autre. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Bienvenue dans Incorporer, ma première interview depuis longtemps et je suis vraiment ravie. Je me sens honorée d'avoir avec moi Claude Parizeau, qui est une personne particulière, qui m'a particulièrement touchée parce que Claude a la capacité de créer, de créer une sécurité dans un groupe qui permet aux personnes d'aller vite,
très loin dans la vulnérabilité et c'est probablement par rapport à sa propre vulnérabilité. Je vais dire deux, trois mots. Mais déjà, bienvenue Claude, merci d'être là. Bonjour Olivia, merci de m'accueillir. Oui. Et Claude, tu es donc thérapeute couple Imago, superviseur, tu es auteur, tu es animateur de stage, donc stage Imago, stage sexualité, et tu as un CV qui est absolument passionnant parce que tu t'es formé à la relaxation, à la thérapie transpersonnelle qui travaille avec des trans, tu es formé en thérapie psychocorporelle, tu es formé en CNV, en communication non violente. Tout ça, ça se ressent dans la façon dont tu travailles. Tu es préparateur mental en plus et tu es formateur de gestion de stress pour le ministère de la Justice, c'est ça, et pour la protection judiciaire de la jeunesse. Et tu as commencé tout ça dans un milieu tout à fait différent, enfin, tout à fait différent, non, mais tu étais éducateur sportif à un moment donné et il y a un événement. Je n'étais pas éducateur sportif, hein, j'étais professeur d'éducation physique en lycée professionnel. Et il y a un événement qui a fait que tu as complètement changé ou oui, tu as fait un autre choix dans ta vie. Mm. C'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai eu un grave accident de la route en moto et c'est sûr que j'ai fait un an à l'hôpital, donc ça fait réfléchir. Puis j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. On m'avait dit que je marcherais pas, donc tu sais, sans marche, si je ne peux plus marcher, prof de gym, c'est un peu compliqué. Donc ça a été une invitation à revoir ma vie, tu vois, à y réfléchir souvent des fois. Je vois des gens, ils sont tracés toute leur vie, ils se posent pas la question si ça leur plaît ou plaît pas, ils font. Moi, j'étais un peu comme ça, j'étais tracé sur j'étais bien dans mon métier, voilà, je me posais pas la question, puis là, j'ai vu que j'étais fait pour d'autres choses, et puis voilà, qu'il y avait quelque chose qui m'appelait d'autre. Puis voilà, j'ai fait pas mal de choses, et puis pour arriver aujourd'hui à ce que je fais. Et ce que tu fais, ça te passionne, on dirait, quand on t'entend, quand on te rencontre. Oui, oui, c'est vrai. Je suis passionné. Au Québec, on dirait que j'enseigne ce que j'ai le plus besoin d'apprendre. Je pense que ça me passionne parce que moi-même, mes parents se sont mal parlé tout le temps, tout le temps. Je les ai toujours connus mal se parler. Donc, je pense que je fais pas ça par hasard, mais moi-même, ça, je vois la difficulté à être en couple, tu vois. Donc, c'est ça, c'est pour enlever aussi. Je suis passionné, puis ça me pose pas de problème d'avoir moi-même des difficultés d'être en couple parce que déjà, qu'est-ce qu'on veut vivre dans le couple? Ça, c'est des vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut vivre dans le couple? Qu'est-ce qu'on est capable de vivre? Qu- Qu'est-ce que... Chacun est différent, puis on est deux dans un couple. Puis c'est le défi le plus grand, je pense, pour nous tous dans cette société, parce que je vois les couples qui viennent en stage, ou même les couples que j'observe, ben moi, quand je les regarde, je me dis, ah non, mais moi, je veux pas vivre ce couple-là. Tu vois, quand les gens ne se parlent pas, quand ils se parlent mal. Donc pour moi, voilà, j'ai envie que les gens vivent de l'harmonie, je pense, depuis tout le temps. C'est marrant en le disant ça, ça me vient comme ça. J'ai envie que les gens vivent de l'harmonie parce que j'ai jamais vu d'harmonie chez moi quand j'étais enfant. Tiens, je vois sous un aspect. Et là, on est déjà dans le vif du sujet et dans la magie de Claude, parce que c'est ta propre vulnérabilité, je pense, qui crée cette sécurité vite dans un groupe. C'est tout le partage que tu fais de toi-même. Et je partage d'ailleurs, on ne fait pas ce qu'on fait par hasard en général, en tout cas quand on le choisit. Et en revanche, je commence les échanges avec une question qui me vient quand je suis avec la personne. Et du coup, la question que j'ai pour toi, Claude, c'est de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir en lien? De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir en lien? Ben, c'est d'être compris. En tout cas, dans le lien intime. Dans mon livre, j'en parle, hein, je parle de mes neuroatypiques, quoi. J'ai vraiment, je me sens très neuroatypique, mais avant, je disais que j'étais pas normal, mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire juste, je me sens différent. À l'école, je me sentais différent. Puis, pas compris, en fait, vraiment parce que, voilà, la différence, ça fait aussi peur. Donc, j'ai besoin d'être compris. Je vois qu'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à être en couple, parce que, ben voilà, je me sens différent, puis c'est pas évident, je vois, de se sentir compris. Encore plus, beaucoup de gens ont besoin de se sentir compris, mais je vois que j'avais écouté un podcast au Québec par une grande psychologue qui est spécialiste des neuroatypies, elle appelle ça la double exceptionnalité.
Elle s'appelle Marianne, non, Marianne Bélanger. Et elle a créé le centre des neuroatypies, quoi, presque des HP mélangés aux neuroatypies. Puis elle disait combien pour les gens qui ont les doubles exceptionnalités, donc qui ont un cerveau qui fonctionne vite, on appelle les HPI ou HPE, et aussi les gens qui ont des neuroatypies, combien c'est difficile de vivre le couple parce que on a un besoin de se sentir compris tellement fort. Je me retrouve là. Ok. Donc pour te sentir en lien, tu as besoin de te sentir compris et tu as l'impression que c'est d'autant plus, je sais pas, difficile d'être compris quand on a un cerveau qui fonctionne un peu différemment que le cerveau de tout le monde, c'est ça? Ça, c'est des autres, et puis de moi, moi j'ai besoin d'être centré. C'est-à-dire j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de me... si je suis pas présent, je peux pas être en lien. Ça c'est ce que j'attends de l'autre, mais de moi, je vois que je peux pas être en lien si j'ai pas d'espace. C'est comme j'ai des traits on va dire un peu autistiques. Bah, dès qu'il y a plusieurs choses, si j'ai trop de contacts, à un moment, il n'y a plus d'espace en moi. Donc, j'arrive pas à être en lien. Donc, c'est que je respecte ce besoin Mm. d'espace dont j'ai besoin, que j'arrête de culpabiliser parfois de ne pas être assez en lien, ou que parce que je suis ceci, je suis thérapeute de couple, donc il faut que j'écoute ou pas. Non, des fois, je suis pas capable d'écouter, je suis pas capable de parler, et c'est juste que je dois écouter à l'intérieur. Et pour ça, il faut que je prenne du temps pour moi, dans le silence, quoi, en fait. Ça me donne des frissons partout. Donc en fait, pour te sentir en lien, tu as besoin, toi, d'écouter ton propre besoin de présence et d'espace Mm. et de l'autre d'être compris. Hum. Qu'est-ce que c'est pour toi d'être compris? Bah, être compris, c'est-à-dire que, bah, justement, par exemple, si j'ai besoin d'espace, c'est pas parce que je t'aime pas. Et donc, ça demande forcément que la personne en face ait travaillé sur elle, qu'elle prenne pas pour elle, parce que si la personne, elle s'aime pas assez, elle va penser que j'ai pas envie de la voir, tu vois. Et c'est ça, je me sens compris quand. Et c'est vrai que je vois, c'est difficile pour moi d'être avec des personnes qui n'ont pas du tout cheminé à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est triste, hein, j'aimerais que ça soit autrement. Mais parce que ça, sinon, je suis pas en sécurité pour oser me dire pleinement. Que être compris, c'est ça, que je fonctionne peut-être des fois différemment, que j'ai besoin d'espace pour moi, que, que des fois je peux être maladroit, mais je veux dire, c'est pas être jugé. C'est compris, mais aussi jugé. Le jugement, j'ai l'impression d'avoir vécu ça toute mon enfance, de pas être ceci, pas être cela. Mes parents, je pense qu'ils étaient un peu perdus avec moi, parce que j'étais très sensible et tout ça, et puis. Il me comprenait pas, ce qui fait que c'était toujours t'es trop ceci, t'es pas assez cela. J'ai tellement entendu ça qu'aujourd'hui, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je fais Imago, je pense, parce que dans Imago, on parle de soi, de ce qui est difficile, on va pas parler de l'autre. Moi, je suis fatigué qu'on parle de moi. Puis, je dis ça et je le fais aussi, hein, comme tout le monde. Mais j'ai besoin que l'autre me dise, ah là, ça me blesse quand tu me dis ça. Est-ce que tu peux me parler de toi? Chouette. Je sens la limite de l'autre, donc je peux revenir à moi, puis je vais aller plutôt dans mes besoins, dans mes ressentis, plutôt que d'aller critiquer l'autre, par exemple. Ça, c'est ce que apporte la méthode Imago. Hmm. La communication non violente aussi, ça, c'est dans le même, ça va dans le même registre. Merci beaucoup pour ce partage qui touche. Du coup, j'ai envie de plonger un peu dans Imago, même si j'ai un autre thème qui m'intéresse fort, dont j'ai envie de parler. Mais pour les personnes qui n'ont jamais entendu Imago, déjà, est-ce que ça s'adresse que aux couples ou est-ce que ça peut intéresser d'autres personnes qui sont peut-être célibataires ou pas en couple? Et puis, qu'est-ce que c'est? Bah oui. Harvey Hendrix et sa femme Helen Lakely Hunt sont des Américains, psychologues et pasteurs aussi, qui ont créé cette méthode dans les années 70 et c'est la somme de pas mal d'outils. La méthode Rogers, la CNV, la Gestalt, la psychanalyse, l'analyse transactionnelle. Il a mis vraiment bout à bout plein de petites. Il a pris vraiment un peu partout. Et pour créer une méthode qui crée de la sécurité, tu le disais, alors après, je suis très sensible à ça, j'ai manqué beaucoup de sécurité, mais c'est une méthode qui crée tellement de sécurité que on peut se parler de cœur à cœur. C'est une méthode qui permet au rationnel de descendre dans son cœur et à l'émotionnel, qui est plus, on va le mettre au niveau du ventre, qui va remonter dans son cœur. Donc, hop, on parle la même langue. Parce que la plupart du temps, sinon, on se rejoint pas et on parle pas la même langue. Et il y en a un qui parle, fait des phrases courtes, et l'autre fait le miroir. C'est-à-dire, je t'entends dire.
Et on est là pour écouter, on écoute pour comprendre, pour entendre, plutôt que pour répondre. Et on va dans le monde de l'autre. C'est ça, Imago. Et Imago, ça vient de Jung. C'est tout ce qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents, et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants, positives et négatives. Ça vient de Jung, hein, c'est ça l'imago. C'est toutes ces caractéristiques positives et négatives quand on est enfant, qu'on imprime en nous. Et donc, ça s'apprend soit en stage, et d'ailleurs, tu étais la première personne à être formée en France. Il y a un moment, en 2009, je crois, tu t'es formée à l'Imago. Parmi 10 autres, on était les 10 premiers Français formés à Imago, oui. Et puis on a créé l'association Imago France ensemble. Mm. Et ça s'apprend soit en stage, soit en thérapie de couple, et enfin, ça peut se pratiquer aussi entre collègues dans la boîte où on travaille avec des amis. Et c'est des dialogues très, Structuré. pardon? Le mot, c'est structuré, je pense. Ah, très structuré. Ça peut faire bizarre au départ, parce que ça, pour moi, c'est pas du tout intuitif. On est un peu forcé, entre guillemets, de commencer une phrase et de la remplir parce qu'on ressent à l'intérieur. Et en même temps, ça va deep. C'est en trois phrases, boum, on y est. Et ça pleure et ça touche. Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison. C'est chouette, hein. Toi, tu l'as vécu, donc tu peux en parler aussi. Mais c'est vraiment ça. C'est structuré, mais c'est pas enfermant. Pour les gens comme moi qui ont eu des structures, une éducation, par exemple, rigide ou bien stricte, ça peut paraître enfermant. C'est les gens qui aiment pas les cadres. Alors, c'est vrai qu'il y a un cadre structuré, mais qui permet tellement de liberté. C'est ça, hein, qu'on expérimente dans le stage au début, quand on dépasse le côté, comme tu dis, non contre-intuitif et pas naturel de je t'entends dire, est-ce que c'est ça? Tu vois, et c'est vraiment ça le dialogue. On écoute et puis on dit à l'autre quand on a écouté, ben, je t'entends dire ça, est-ce que c'est ça? Donc c'est vraiment sous cette forme-là. Mais c'est vraiment puissant. Puis tu m'avais posé la question, je t'ai pas répondu. Oui, et on peut l'utiliser, bien sûr, c'est fait pour les couples au départ, mais aujourd'hui, il y a une formation aussi qui s'appelle formation de facilitateur imago pour tous les métiers autres que thérapeute de couple. Thérapeute de couple, c'est pour les psychiatres comme toi, les médecins, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes. Et la formation de facilitateur, c'est une formation pour tous les autres, pour utiliser cet outil imago dans les familles avec les individus, en coaching individuel, donc coaching individuel, coaching de famille, pour les couples, mais plutôt en coaching, on va pas dans l'enfance, on travaille juste sur la connexion et sur la relation, sans aller voir l'enfance. Et aussi en entreprise. En entreprise, on utilise avec d'autres outils, hein, et Marion Malocena, qui est la spécialiste en France, qui avait fait un livre là-dessus, sur comment on peut utiliser ça en entreprise. Et c'est assez nouveau, hein, c'est assez récent, mais ça marche tellement bien en entreprise. Parce que là aussi, il y a beaucoup de communication, beaucoup de violence, des fois dans la communication, même dans la hiérarchie, dans comment les entreprises sont structurées. Et ça permet vraiment d'apaiser, d'adoucir, de mettre vraiment de la connexion dans les différentes parties de l'entreprise. C'est passionnant. Et en fait, la connexion, bon, dans les différentes parties de l'entreprise, mais la connexion entre deux personnes, elle se fait apparemment parce que on partage quelque chose qui, dans mon monde, moi je partage quelque chose à l'autre que je vis, qui peut être très vulnérable parce que en stage couple, on va vraiment rechercher euh, les ressentis de l'enfance, le vécu dans l'enfance qui est activé dans ce que je vis aujourd'hui avec mon partenaire ou mon ami ou mon collègue. Et je suis invitée à le partager et l'autre est vraiment juste là à écouter sans réparer, sans commenter. Et l'autre, du coup, il y a souvent une question, et moi, dans ce que je t'entends dire, ce qui m'a vraiment touchée, c'est ça, et ça le ramène à son enfance souvent. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que, tu disais au départ, la tête, on la fait descendre au cœur, les émotions, on les fait monter au cœur, du ventre au cœur. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se retrouver sur cet espace de cœur quand on est dans un couple depuis 20 ans et on fait plus l'amour et on se parle plus et comment
ça se fait qu'on y arrive. Mhm. Mais on y arrive parce qu'on parle la même langue tout d'un coup. Tu sais, c'est comme les ondes radio. Quand t'es pas sur les mêmes fréquences, bah, tu t'éloignes, tu crois qu'il n'y a plus d'amour, tu crois que on n'est plus fait pour être ensemble, et il y a des couples comme ça, ou alors c'est comme ça. Il y a des idées reçues comme quoi, après 20 ans, c'est normal qu'on fasse plus l'amour, qu'on se parle plus trop, hein, on se connaît par cœur. Mais en fait, c'est faux. C'est juste qu'on perd la connexion. L'amour, quand on se reconnecte, eh ben, l'amour renaît. Et le dialogue imago, c'est ça que j'ai adoré. C'est qu'il y a tellement de sécurité. Je sais que je vais pas être interrompu quand je parle. Je sais que quand elle parle, je vais l'écouter. Je vais être complètement avec elle. Ça change tout. Parce que c'est pas ça qu'on fait à la maison. On essaye d'avoir raison souvent. Et là, il n'y a pas d'avoir raison. Les deux ont raison. C'est de comprendre que les deux ont raison. Et en plus, de voir que en dessous, tu as raison, quand on va voir l'enfance, on se rend compte que c'est la même blessure qui est touchée. Alors là, quand on prend conscience de ça, ben, on apprend à être partenaire, puisque ben, on est à même de se comprendre si on a la même blessure, au lieu d'être adversaire. Puis justement, on devient des partenaires plutôt que des adversaires. Ça, c'est magique. Alors, juste un petit aparté, c'est que ça, on le fait avec les couples. En entreprise, on ne fait pas les liens avec l'enfance, hein. Les gens, on les emmène pas là. Il y a d'autres outils pour les connecter de cœur à cœur. Mais avec les familles, avec en individu et avec les couples, on fait souvent un lien avec l'enfance. Pas tout le temps, on n'est pas obligé. Des fois, après, ça revient toujours aux mêmes choses. Donc, il suffit juste de se comprendre, de s'écouter, de vraiment apprendre à s'écouter pour se comprendre. Et comprendre le monde de l'autre et comprendre que l'autre, il a toujours raison dans son monde. Moi, j'ai pas le même monde, donc je- au début, je comprends pas, mais là, comme je t'écoute dans ton monde, ben, ah, mais ça fait du sens maintenant. Et on a des phrases pour dire, ah oui, ben maintenant, ça fait sens que quand je fais ça, tu puisses vivre ça, parce que, et ça change tout. C'est-à-dire, l'autre se sent rejoint, compris, comme je disais. Puis quand on se sent compris, ben, le cœur se réouvre, l'amour recircule de nouveau. Puis on retrouve des choses, vous l'avez vécu, les couples, après les 4 jours de stage, ils sont en lune de miel. Ils ont l'impression de retrouver une autre relation, une nouvelle relation. Je le dis à chaque fois, ça paraît incroyable, mais c'est ça systématiquement. C'est incroyable en 4 jours. Là, tu as dit deux choses qui m'interpellent. La première, c'est la sécurité. Donc, tu dis, la sécurité, elle se crée parce que je peux parler sans être interrompu, parce que je sais que l'autre, elle va juste écouter. Et quand l'autre parle, je fais la même chose, je ne vais pas interrompre. C'est ça, mais du coup, c'est fou parce que on le fait hyper rarement dans le quotidien. Ça veut dire qu'on ne se met pas en sécurité quand on est tout le temps en train de réagir à l'autre. Et non, parce qu'on est dans la réactivité et on peut pas parler dans la réactivité. Dans l'émotion, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est important de laisser son monde pour pas qu'il y ait des fréquences émotionnelles, un brouillage émotionnel qui vient in- intervenir dans la fréquence de la communication. C'est ça qu'on les appelle les dialogues, mais c'est plus on écoute vraiment. Il y en a un qui écoute, il y en a un qui parle. C'est pas du ping-pong. Parce que une chose que tu as beaucoup entendue, que vous avez tous beaucoup entendu, que je dis beaucoup, c'est parce que le problème n'est pas le problème. Si on commence à parler du problème, on reste dans la tête et on reste dans le problème, alors que ce qui nous sépare, ce qui nous déconnecte, c'est pas la partie émergée de l'iceberg qui est le problème, c'est la partie immergée qui est les sentiments que l'on ressent et qui réveillent des sentiments de l'enfance qui étaient douloureux. Et c'est systématiquement ça, c'est ça que dans le stage, chaque couple prend conscience et elle dit, ah bah mince alors, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais j'avais pas pris conscience de ça. Hmm. C'est ça qui est vraiment pour moi essentiel. C'est ouais, la connexion, c'est l'écoute vraiment pour comprendre et, euh, et de la curiosité. Remplacer la réactivité par de la curiosité. Parce qu'à la maison, comme tu dis, quand on discute, il y a de la réactivité qui vient et on n'écoute plus. C'est fini, on est tombé du pont et en dessous du pont, il y a de l'eau. Quand on est mouillé, il faut d'abord se sécher. Ça prend du temps. Exactement. Bon, là, je vais juste faire deux parenthèses parce que je pense que les gens, ils vont pas comprendre ni laisser mon monde derrière, ni tomber du pont. Alors, laisser mon monde, oui, juste trois mots par rapport à ça. Laisser mon monde derrière et tomber du pont. Oui, quand je dis laisser mon monde derrière, c'est-à-dire quand j'écoute l'autre, j'essaye pas de répondre et de dire oui, mais moi j'ai vécu ça, oui, mais moi, oui, mais moi. On s'en fout le oui, mais moi. Parce que le problème n'est pas le problème, donc ça sert à rien de parler du problème. On va rester. C'est comme si on enlève on enlève une mauvaise herbe
et qu'elle va repousser juste à côté si on l'enlève comme ça. Nous, on va aller chercher la racine pour pas que ça repousse. Donc on écoute vraiment ce qui s'est passé pour l'autre. C'est ça, je vais dans le monde de l'autre, c'est-à-dire je traverse un petit pont dans la communication. Hein, dans mon livre, je fais comment dire, des audios pour se poser, pour se préparer à aller dans le monde de l'autre. C'est-à-dire, je vais t'écouter, mais je laisse mon monde derrière, toute la partie qui critique, qui juge, qui interprète, et je vais dans ton monde pour t'écouter dans ton monde, vierge de mon monde à moi. Tu vois, c'est ça. C'est pour. C'est joli parce que du coup, tu nous proposes une mini méditation avant où on se centre et après on visualise un petit pont et il y a une personne qui le traverse et en le traversant, je laisse mon monde derrière qui devient de plus en plus petit et je suis vraiment ouvert au monde de l'autre. Merci beaucoup. Et du coup, là, il y a le pont et on peut tomber du pont. Et on tombe dans une rivière et ça met du temps hein, pour se sécher. Oui, j'aime bien l'image du pont et de quand on tombe, c'est-à-dire qu'on réagit. Ben, si on réagit, c'est-à-dire que si on a fait tu sais, en écoutant, on fait une mimique, ça peut nous faire tomber du pont. Le récepteur dire je suis pas d'accord, ou bien qu'il fait un commentaire, le récepteur ne peut pas faire de commentaire. Son monde, il est loin, il doit juste faire le miroir. Mais si il ramène son monde, on tombe du pont. Ça veut dire que ben, on peut plus communiquer et on tombe dans l'eau. Et quand on est dans l'eau, bah, il faut au moins 20 minutes pour se sécher. Donc l'idée, c'est bah, de ne pas tomber du pont. C'est pour ça que c'est très structuré. Parce que si on laisse faire comme à la maison, bah, on va tomber du pont, il ne se passe rien. En fait, il ne se passe rien quand on n'est pas sur ce pont. Et ça, c'est super intéressant, même pour le quotidien, parce que tomber du pont, pour moi, c'est, il y a l'autre qui dit un truc et ça m'active à mort. Et du coup, je suis plus du tout dans mon cœur. Je suis touchée dans ma réactivité et j'ai plus du tout envie de l'écouter. Et ça arrive, enfin, plus ou moins fort. Mais c'est ça, si j'ai bien compris, tomber du pont, je suis mouillée et ça met 20 minutes. Donc, ça sert à rien de faire 5 respirations, de me dire, je suis calme, on peut continuer à parler. Non. C'est le système nerveux qui est en réactivité et ça met du temps, c'est ça? C'est ça. Alors après, il y a réactivité, réactivité. Quand on est dans le stage, quand les couples, ils nous appellent et on les remet, nous, avec une petite méditation, c'est vrai qu'on gagne du temps, on peut se recentrer, puis rouvrir les yeux vierges. Voilà, on est hop, et on revient dans l'instant présent parce que on peut faire ça aussi parce que dans le stage, on le dit bien, dès que je suis activé, la plupart du temps, sauf s'il y a des gros tus, des grosses accusations, tout ça, mais quand je suis activé, c'est juste parce que ce qu'a dit l'autre vient réactiver des sentiments de mon enfance qui étaient douloureux. C'est-à-dire que quand je suis activé, c'est pas la faute de l'autre. L'autre, il appuie sur un bouton, hein, il est responsable à 10-20%, mais c'est mon histoire qui est réveillée. Par exemple, si moi, je laisse mes portes ouvertes et que ça active ma partenaire, moi, je devrais faire plutôt dans mon sens. Si moi, je suis activé comme ma partenaire, qu'est-ce qui m'active, moi, par exemple? Ben, quand elle laisse les lumières allumées. Voilà, par rapport à mon enfant, moi avant. Moi, aujourd'hui, non, mais quand quelqu'un laisse les lumières allumées, je me sens pas respecté, tout ça, puis je vais réagir. Et je vais dire, ah, tu fais jamais attention, le tu qui tue. C'est pas juste, parce que quelqu'un d'autre, ça lui ferait rien. Donc, ce qui est plus juste, c'est, bah oui, c'est moi qui ai activé. Elle vivrait avec un autre homme, lui, ça lui ferait peut-être rien du tout, ça. Moi, ça me fait quelque chose. Donc, c'est d'être curieux toujours de nos 90%. Pourquoi moi, ça me fait réagir? Et c'est ça qu'on fait dans le dialogue Imago. On parle de soi, et c'est pour ça que notre partenaire est capable de nous écouter. Parce qu'on ne parle que de nous. Ça rejoint la communication non violente aussi. Mais c'est plus structuré, ça crée encore beaucoup, beaucoup plus de sécurité, et on en sort beaucoup plus vite aussi, juste selon moi, selon mon expérience. Mm. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai envie d'aller un peu plus vers la question qui m'intéresse. À un moment donné, enfin, à un moment donné, euh, en explorant les émotions, comment on a réagi dans nos enfances, on parle aussi du système nerveux qui s'active, qui se retrouve en urgence, et l'enfant souvent, enfin, en urgence, on réagit soit par fight, flight, freeze, donc la fuite, l'attaque, la soumission ou le freeze, Euh, la, le- L'anesthésie, l'anesthésie. Enfin, oui, tu il y en a utilises. quatre. J'en mets quatre, mais tu as raison, il y en a trois, mais la soumission, c'est déjà quelque chose de structuré, mais nous, on rajoute la soumission. Alors, Voilà. dis ce que tu mets, toi. Je mets ça. Fight, c'est l'attaque. Freeze, c'est l'anesthésie. La fuite, fuite, et, parce que lié à la peur souvent.
et la soumission. Et la soumission. Et dans une phrase annexe, tu nous as raconté que la soumission, c'est lié à la colère, où souvent les personnes qui sont dans leur stratégie de survie, en gros, était la soumission. Il y a beaucoup de colère qui s'accumule derrière et je veux bien que tu en parles un peu plus, s'il te plaît, parce que ça me semble tellement important et tellement pas parlé. Je C'est sais pas. vrai, je me suis rendu compte dans une émission que j'ai fait à la radio, que c'est ça, et beaucoup d'auditeurs qui ont appelé quand on a parlé de soumission, c'était le thème, dans la relation parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se soumettent. Alors, la soumission peut prendre plein d'aspects différents, notamment la suradaptation, c'est une soumission. Quand je me suradapte, et puis vous les femmes, dans l'éducation, on vous apprend à vous suradapter des fois, c'est une société assez patriarcale, mais même pour garder un homme, il y a des trucs qu'on ne dit pas, et puis on va pas dire, puis à force de garder, puis ça s'imprime dès l'enfance, parce que dans la famille où on était, on n'avait pas droit, on n'avait pas voix au chapitre, on n'avait pas le droit de parler, ou bien si on réagissait, on avait trop peur de la violence, ou bien d'être humilié, d'être abaissé. Donc, si j'ai utilisé comme stratégie de défense la soumission enfant, il y a de grandes chances que dans les premières relations, et puis si on n'en a eu qu'une, eh ben, qu'on on ne connaisse que la soumission dans la relation, mais la soumission, elle a un temps limité dans le corps, en fonction de chacun. C'est-à-dire que la soumission, c'est comme si en analyse transactionnelle, on parle de timbres qu'on se colle. C'est comme si je me collais des timbres, et puis qu'à un moment donné, il n'y a plus de place, et que ça explose. C'est-à-dire que je me suradapte, mais j'accumule de la colère parce que mon système, il n'aime pas ça. Puis je m'oblige à faire des choses parce que j'ai appris comme ça, ou bien parce que la société m'a appris ça. Et ça, je découvre qu'au bout de quelques années, ben, c'est plus possible. Et là, souvent, il y a une rage qui arrive. Et quand la rage, elle arrive, c'est le seul moment où je dis au couple, là, il faut que vous vous sépariez de corps, au moins que vous viviez plus sous le même toit, parce que le moindre petit truc, il n'y a plus de place. Le moindre petit truc, ça va exploser, ça va être disproportionné parce que il n'y a plus de place à l'intérieur. Et c'est vraiment, je trouve, l'effet, le mécanisme de défense, de protection le plus pervers dans la relation parce que il pousse des fois à aller même jusqu'à à des actes graves, et des graves même des actes irréversibles, hein, des meurtres, suicides, graves maladies, parce que notre corps a une capacité limitée dans le temps, mais ça peut être des fois très long, je pense, en tout cas de mon observation. Après, je suis pas un scientifique, je parle plus d'expérience, puis je m'y intéresse depuis quelques années maintenant. Puis moi, je me suis beaucoup soumis, et je vois combien, à un moment donné, c'était plus possible. Donc c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est pas souvent traité, D'abord, et ouais. abordé. Et donc, souvent, tu dis, les meurtres ou les choses graves sont commis par des personnes qui, si on va chercher loin, qui ont une adaptation par soumission et qui ont donc, du coup enfin, accumulé beaucoup de colère à l'intérieur. Et aussi, ça peut provoquer des maladies quand quand on garde tout à l'intérieur, quand on est dans cette suradaptation. C'est ça? De garder ses émotions à l'intérieur, c'est limité, c'est jamais bon. Soit c'est le corps qui parle, je vois, des fois, je me demande, mon père, lui, il a jamais exprimé une émotion. Il est handicapé, hein, il a la polio. C'est une énigme pour moi, mon père. Il a jamais rien exprimé et il est en bonne santé à 86 ans et il bouge pas. Ça, c'est une énigme parce que j'ai peu vu ça autour de moi. Et en même temps, il est quand même. Bon, je découvre qu'il a je lui disais à Noël, mais en fait, t'es autiste. Puis d'habitude, il réagissait, puis là, il disait rien. Je pense que mon père est autiste, je pense que mes traits autistiques, je sais que ça se voit pas, mais j'ai des traits, hein, je suis pas autiste, mais j'ai des traits autistiques parfois quand il y a trop d'émotions, trop, je vais dans ma bulle très fortement, euh, même si je gère beaucoup mieux aujourd'hui, puisque j'ai appris, mais je vois ce que ça fait, quoi, je veux dire, de garder ses émotions, c'est, c'est pas humain. On est des êtres d'émotion. De pas exprimer les émotions. Moi, je sais que dans les couples, il y a toujours un des deux partenaires qui reproche à l'autre de pas s'exprimer. Et c'est vraiment un des sujets qui revient très souvent dans les couples. Qu'il y en a un qui parle pas, et ce qui fait que ben, on sait pas ce qui se passe. Et puis souvent, il dit rien, il dit rien, il dit rien, puis après, ça explose. Et c'est là que les faits divers peuvent arriver. Je dis pas que tous les faits divers sont liés à ça, hein, c'est pas ça que je dis. Mais dans les crimes passionnels, en tout cas les crimes euh,
Bah, il y a beaucoup de femmes qui ont le féminicide. Il y a beaucoup ça, hein. C'est-à-dire qu'elles, elles cherchent à comprendre, elles viennent chercher, elles viennent chercher. On parle de minimiseur, maximiseur en imago. Il faudra que j'y revienne, mais c'est vrai que le minimiseur qu'on appelle la tortue, ben, si on frappe à sa carapace, elle dit rien, elle dit rien, elle dit rien. Mais quand elle explose, ça fait mal. Ça Ça, c'est fait... une forme de soumission, de garder à l'intérieur et de Non, ne... ça, c'est vrai que c'est autre chose. T'as raison. Non, non, je me suis égaré peut-être un peu là. J'ai mélangé deux choses. Non, pas forcément. C'est pas de la soumission, c'est la, c'est plutôt de l'anesthésie. C'est-à-dire qu'on coupe ses émotions, on sait plus ce qu'on pense, puis on sait même pas ce qu'on ressent, donc c'est dur de le dire. Les minimiseurs, plus, voilà, c'est ça, les tortues, elles sont plus, elles s'anesthésient. Plutôt, la soumission, c'est plus chez les maximiseurs, chez les femmes, j'ai remarqué, la soumission à la société, ou aux parents, ou ce qu'on attend de nous. Il y a quelque chose vraiment qui est attendu, je trouve, dans l'éducation des femmes, de faire plaisir. Hein, c'est vraiment le driver, comme nous, c'est soit parfait. Et C'est intéressant, attends. Du coup, j'essaie de te suivre. Donc, il y a en effet le concept de minimiseur égale tortue, maximiseur égale tempête de grêle, on les appelle, ou elle. En général, pour la plupart des gens, les hommes sont des minimiseurs. Ils sont dans leur, enfin, ils sont en tortue et ils sont plutôt dans leur monde et ils sont dérangés quand la tempête de grêle vient tout le temps les demander, mais il faut qu'on parle, mais dis-moi et tout ça. Et donc, tu dis, c'est plutôt le maximiseur, donc celle, la femme qui veut toujours créer du lien et va chercher toujours l'autre, c'est plutôt elle qui serait dans la soumission et qui accumule de la colère. oui, à des endroits, oui, notamment, je pense déjà à la sexualité aussi, ça me ramène, c'est vraiment le lieu où les femmes, tu vois, elles vont s'ouvrir parce qu'on leur a appris à s'ouvrir, même au début de la relation, elles vont faire plaisir, mais si elles écoutent pas ce qui est à l'intérieur, à un moment, ça s'ouvre pas. Si elles n'ont pas la connexion avec leur partenaire, ça s'ouvre plus, mais elles vont quand même le faire pendant longtemps. Mais là, c'est une suradaptation à ce qu'elles ont appris de faire plaisir. Et à un moment donné, tu vois, là, c'est plus possible. Et quand c'est plus possible, à un moment, c'est fermé, c'est fermé. Et il y a même des maladies, je veux dire, des infections qui peuvent se créer. Tu vois, la somatisation aussi à cet endroit-là. Le Euh, vaginisme, le lichen, l'eczéma, des infections, il y a plein de Oui, trucs, toi, ouais. c'est ton domaine, donc tu connais bien ça. Et, et c'est pour ça que, mais quand je dis c'est plutôt les hommes, les femmes, j'aime pas, hein, je réponds déjà, c'est comme si je voyais les auditeurs qui t'écoutent, qui vont dire, ouais, mais ça c'est très genré et tout ça. Oui, je suis désolé de dire que c'est encore, j'aimerais bien que ça change, mais l'éducation, elle est quand même très genrée. Après, c'est 80-20. Bon, j'ai envie de dire, on dit 90-10, mais les minimiseurs, c'est 80% les hommes quand même, on le voit dans les stages, hein, quand on joue. Quand on demande des minimiseurs, maximiseurs, c'est impressionnant. Il y a un ou deux hommes avec 15 femmes, voilà, quand on fait un stage, et qui sont minimiseurs. Et les maximiseurs, c'est quand même plus les femmes qui sont plus proches de leurs émotions, qui connaissent mieux leur corps avec les règles, tu vois, il y a plein d'explications, qui arrivent à exprimer ou voilà, et qui sont en attente de liens. Et tu vois, les maximiseurs, eux, cherchent le lien. Les minimiseurs, eux, ont peur du lien. Ils ont compris très jeune que le lien, ça peut être dangereux. Alors là, je ne peux pas expliquer tout, mais c'est les travaux de Bowlby, c'est les travaux aussi de, comment il s'appelle, le jeu, le tu, je perds toujours le nom. Ah, il y a des travaux vraiment intéressants qui sont faits là-dessus. Euh, voilà, je généralise. Après, bien sûr que c'est inversé parfois, donc ne restez pas bloqué là-dedans, euh, ceux qui écoutent, mais c'est Alors, vraiment... du coup, il y a un thème qui m'intéresse, mais on va pas aller là-dedans, mais c'est le corps de la femme qui se ferme quand on fait l'amour et comme ça peut prendre des années, alors que même on sait qu'il faut écouter son propre corps, c'est tellement inconscient ce qui se passe dans la relation que ça peut prendre longtemps avant de vraiment arriver à ah oui, m'écouter, c'est vraiment écouter. C'est quand ça se ferme, j'écoute. Enfin bref, c'est ça pour moi ça relève aussi de la question des limites. Mm, Ça change tout dans le couple quand la femme elle commence à s'écouter. oui. Bon, mais c'est pas ça, c'est pas là où je voulais aller, même si je trouve ça passionnant. C'est vrai, hein, ce que tu dis, bah, toi, tu es en plus une femme et tu travailles aussi ça. C'est vraiment un vrai souci, ça, d'apprendre à s'écouter. Parce que elles sentent, mais elles ont de l'intuition aussi. Tu sais, même dans la relation, le nombre de copines qui tombent avec des hommes qui leur font du mal, vraiment, qui tombent même avec des choses d'emprise, loin, et des copines psy, hein.
Je suis toujours effaré, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ça en ce moment. Je vais faire une formation à la Maison des femmes pour comment repérer les formes d'emprise, parce que elle, le côté femme qui voit le potentiel des hommes, tu sais, vous avez une capacité à voir le potentiel chez les gens, à vouloir les rendre meilleurs, sauf que ça marche pas comme ça dans la relation. C'est pas vous qui pouvez rendre meilleur. Si l'homme ne décide pas de le faire, il restera un potentiel. J'avais fait des capsules là-dessus, ça m'énervait tellement que, et oui, mais vous vivez pas avec un potentiel. Le potentiel, c'est le futur, c'est dans le présent. Si la personne ne veut pas regarder à l'intérieur, bah, vous allez toute votre vie ramer, vous énerver, passer pour la critiqueuse en plus parce que l'autre veut pas. Et puis, on le sait que les maximiseurs critiquent et que le but, c'est d'apprendre à pas critiquer, à parler de ses besoins, ses limites. Mais tout ça, c'est lié. Il y a beaucoup de sujets à parler en même temps dans le couple, hein. Tu vois, mais je suis d'accord. Je vais faire 50 épisodes de podcast. Rien que sur la question de C'est la... mon cerveau. J'ai un cerveau en arborescence, donc je suis désolé. Moi aussi, tu vois, du coup, ça part dans tous les sens. Je reviens, je te ramène à la soumission. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment quelqu'un peut reconnaître, ah, mon fonctionnement, ça a été la soumission. Donc, ça peut être intéressant que j'écoute un peu ce que j'ai dedans et est-ce qu'il y a de la colère? Comment je peux reconnaître que je me soumets? Ben, c'est marrant parce que souvent, c'est se poser la question. Maintenant, j'en parle systématiquement dans les stages de couple. Quand j'en parle, il y en a plein qui viennent me voir après. Ah, Claude, je viens de me rendre compte que tu viens de mettre des mots sur ce que je fais, je vis depuis longtemps et je comprends pourquoi je suis autant en colère. C'est parce qu'on ne fait pas le lien avec la colère qu'on ressent contre l'autre, mais en fait, la colère, elle n'est pas contre l'autre. Elle est contre soi d'avoir accepté trop longtemps quelque chose que mon système n'acceptait pas, en fait. Et la colère, elle est souvent contre soi. Parce que l'autre, bon, on l'a connu, il était comme ça, elle était comme ça, et l'autre nous a pas attachés au barreau du lit pour qu'on reste. On est resté, on a notre part de responsabilité, mais parfois c'était pas possible de voir ça. Donc comment ce qu'on fait, c'est vraiment, ben, c'est de sentir quand dans la relation, il y a quelque chose qui va pas, c'est de faire un travail sur soi. Il y a que là que souvent que les gens se prennent conscience, c'est prendre du recul sur nos fonctionnements. Et c'est là que ben, dans un stage, comme j'en parle, il y en a qui prennent conscience, mais sinon. Si on ne remet pas ça en question, on reproduit des choses qu'on a connues enfant, où enfant on s'est soumis, puis on refait la même chose et on trouve que c'est normal puisqu'on a toujours fait ça. Et ouais, et c'est là où je trouve que c'est compliqué de s'en rendre compte, parce que si je suis dans la soumission ou tu dis la suradaptation, c'est tellement naturel pour moi que je vais dans le sens de l'autre, que de toute façon, moi j'ai besoin de lien, encore plus si je... Non, tout le monde a besoin de lien, mais euh, j'ai besoin de lien et en quelque sorte, je peux avoir appris, je n'existe pas, il faut que je me nie, il il faut pas que je m'écoute. Et souvent, les personnes n'ont jamais appris à s'écouter. Et donc, ils collent tellement, et pourtant, il y a de la colère qui, parce qu'il y a une part en moi qui se rend compte que, en fait, c'est pas juste, et moi, j'aurais besoin d'autre chose. Mais je trouve pas ça évident de se rendre compte quand on est encore complètement dans le fonctionnement. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, c'est ça. C'est l'éducation du côté faire plaisir ou presque de pas la peur que l'autre réagisse mal ou peur de la violence de l'autre ou de sa propre violence. Il y a plein de peurs derrière chacun, ça va être différent. Mais oui, c'est ça qui se passe. Mhm. Donc en fait, ce que tu dis, c'est dans le travail sur soi, à un moment donné, il y a une parole qui va toucher, qui va résonner, qui va faire sens. Je vais me rendre compte, ah ouais, là, ça parle de moi, je ressens de la colère, ou ah ouais, il y a des choses, en fait, c'est pas juste dans le couple, dans le fonctionnement. C'est ça, ça se fait petit à petit. Ça, petit à petit, dans la relation avec le psychothérapeute, vraiment, pour moi, dans la relation avec à l'autre, je dis psychothérapeute parce que psychothérapie, mais ça peut être médecin, mais c'est vraiment dans le psychothérapeute renvoie à l'autre ce qu'il vit. Tu sais, on n'est pas là pour donner des solutions. C'est juste à travers notre miroir. Dans Imago aussi, c'est le miroir qui fait que, ah oui, ah là oui, mais là, je me respecte pas. Ou là, oui, j'ai pas mis mes limites. C'est ça qu'on fait dans le stage aussi. On apprend à reconnaître qu'on met pas des limites claires ou qu'on n'en met pas du tout. Et comment on fait pour en mettre des limites claires? Comment on fait pour se respecter à cet endroit-là? Mais tout en restant en lien, parce que c'est ça aussi. Ça, Ouais, c'est- exactement. Et là, on est dans le sujet passionnant des limites qui permettent le lien vrai au lieu de couper le lien.
Merci pour ça. Et du coup, l'autre question que j'ai par rapport à cette question de soumission et colère, ce serait, donc toi tu dis, quand je suis dans la soumission, mon fonctionnement c'est de garder, 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 ne pas être en contact avec mes émotions et pas les montrer, ne pas me laisser traverser. Quand on a tout, boum, comme ça à l'intérieur, par où on commence? Comment on peut commencer à laisser sortir un peu de colère? Parce que ça fait peur quand il y a tellement de colère. C'est là qu'il faut, pour moi, c'est l'accompagnement. Moi, quand je vois qu'il y a tellement de colère comme ça, je demande aux personnes d'être accompagnées aussi individuellement et en couple. Et dans le couple, ben, on apprend à exprimer sa colère, dire ce que je ressens et tout ça, mais en parlant de soi. Parce que de toute façon, c'est pas juste. L'autre ne pourra pas le recevoir si on l'accuse. Parce que lui, il va se dire, mais moi, j'ai toujours fait ça, je comprends pas pourquoi aujourd'hui tu réagis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et ce qui est vrai, on a choisi notre partenaire, féminin ou masculin, pour des choses, et on lui reproche au bout de quelques années la même chose. Et l'autre peut pas comprendre. Donc le but, c'est de changer soi, c'est-à-dire apprendre à mettre des limites, apprendre à dire, ben là, je suis blessé, ou quand il n'y a pas les mots, ben, de mettre un petit mot rigolo. Nous, on fait, ou alors des couleurs. J'ai vu ça dans une émission. Il y en a qui ont des couleurs rouges, tu vois, orange, jaune, vert. Puis ils mettent ça quand ça commence à monter, tu vois, ça peut être parce qu'il n'y a pas les mots. Ça peut être comme un jeu. Et après, on va faire un dialogue, à dialoguer là-dessus. Les dialogues imagos servent à pouvoir aller voir, mais pourquoi je suis en colère quand tu fais ça ou quand tu dis ça? Puis dans les dialogues, la règle, c'est un seul tu. Le seul tu, c'est la situation qui m'a frustré, qui m'a déclenché. Et après, on ne parle que de soi. Pour que l'autre puisse nous écouter sur ce petit pont. Parce que s'il y a plusieurs tu, il ne pourra pas écouter. Et il ne se passera rien de toute façon. Donc c'est tout un changement. Et peut-être qu'il faudra décharger la colère, tu vois, dans la forêt, aller hurler dans la forêt. Il y en a qui font du sport. Moi j'en connais qui font du sport depuis tout le temps parce qu'ils ont beaucoup de colère. Et puis ils font du sport. Mais si on fait que du sport, ben on vient pas. C'est comme si tu prends un somnifère pour dormir. Tu vas dormir en prenant un somnifère. Mais le jour où tu arrêtes de prendre le somnifère, ton mal-être, il est là. Et tu Exactement. dors pas. Donc c'est pareil pour le sport. Le jour où tu arrêtes le sport, que tu dois arrêter parce que tu as une blessure, les gens, ils sont complètement malades. Non, il faut trouver une solution pour expulser ce qui est pas bon pour nous. Ouais, là on rentre dans un autre thème passionnant. C'est vrai, c'est un grand classique le sport parce que ça aide à rester fonctionnel dans le quotidien. Mais si on va pas un peu plus loin, en effet, ça n'enlève pas la colère. Et moi, je suis encore en recherche de sens par rapport à frapper des coussins ou hurler dans la forêt. Je sais que ça marche pour plein de personnes et je sais aussi que ça peut retraumatiser et on peut complètement dissocier quand le système il est pas prêt. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, tu dis que quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de colère, c'est bien de se faire accompagner. Oui, parce que la colère, il y a le sport, mais il y en a, c'est l'art. C'est pas seulement dans la violence. S'il y a de l'art, et ça peut être aussi les couples, je disais, où faire l'amour, c'est une façon de décharger toute ta colère et tout ça. Il y a des couples qui sont même accros à ça, qui se préparent comme ça, bah, ils pensent se réparer, et ça peut durer des années comme ça. Mais le problème de fond, il reste toujours. Moi, je pense, tu as raison, qu'on peut se retraumatiser. Oh, il y a eu des études qui ont été faites sur le cri primal, par exemple. Le cri primal, qui était une méthode dans les années 60-70, je crois, si je me trompe peut-être des années, mais très prisée. Puis on s'est rendu compte que on créait des autoroutes neuronales sur la colère et c'est ce que dont tu parles, j'imagine. Et on recrée ça, on recrée des traumas. Je peux juste dire cri primal pour les personnes qui ont jamais entendu ça. Oui, ben, moi je connais pas bien, j'ai étudié ça quand j'ai fait ma formation de somatothérapeute, on l'a vu, c'est cris primaires, c'est de lâcher les tensions à travers des cris, des catharsis, de gérer dans des espaces sécurisés où on crie, on crie, on crie, mais on se rend compte que ces personnes-là ne vont pas mieux parce que ça alimente justement tous des autres, les neurones en fait, ça coupe pas le circuit, ça l'alimente, si j'essaie de schématiser. Et j'ai fait du core énergétique. Ça n'existe pas en France, mais au Québec, quand j'ai vécu 5 ans au Québec, c'est une méthode très prisée. Puis j'ai une amie qui est très certifiée, Geneviève, là-dedans, et elle me dit que c'est très efficace. Parce que c'est fait d'une manière, par contre, où on tape, mais avec les mots, bon, il y a plein de façons de le faire. Et en tout cas, elle trouve que c'est très efficace. Donc, tu as raison, c'est comme tout. L'hypnose va marcher pour des personnes, ne va pas fonctionner pour d'autres. Ça. Et ce que je trouve aussi pas évident là-dedans, c'est que des fois, on ne se rend pas compte qu'on se dissocie. Il y a des personnes qui pensent, mais comme dans tout, la méditation, etc.,
de guérir quelque chose ou d'aller loin, mais en fait, juste, il dissocie. Oui. Et, et du coup, ça crée des, des autoroutes. Et moi, je suis d'accord avec toi, c'est bien de se faire accompagner quand c'est chargé, parce que tout seul, c'est impossible de le voir. Même en étant accompagné, des fois, pour l'accompagnateur, c'est pas évident. Faut être bien. Ah, les gens qui me disent qu'ils font leur psychothérapie, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me dit, ah non, mais moi j'ai vécu ça, mais moi je me connais bien, hein, je me suis débrouillé toute seule. Je dis, non, mais là, moi, ça me met en insécurité dans la relation. Quand je rencontre quelqu'un qui dit ça, je peux pas. On peut pas aller voir, je veux dire, soi-même ce qui est dans notre zone aveugle. Freud, la psychanalyse, c'est la base, ça. On peut pas s'analyser soi-même puisque on va que dans les espaces qu'on connaît de soi. C'est important d'avoir un miroir en face pour aller à d'autres endroits. Et les gens qui disent qu'ils se débrouillent tout seuls, comme aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui font des psychothérapies avec l'IA. Alors l'IA, c'est impressionnant, hein. J'ai vu, on m'a fait voir, il peut aider à comprendre des choses, mais c'est le côté humain, c'est le lien, c'est tout ça qui guérit aussi. C'est pour ça que, voilà, il faut faire Merci attention aux dérives. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir dit ça. Je trouve ça tellement important que il faut une personne à l'extérieur. Et moi, j'utilise l'IA beaucoup pour moi, j'avoue. Et je me rends compte, ça m'aide beaucoup à comprendre certaines choses. Et puis à un moment donné, ça s'arrête. Et quand je suis avec une personne qui a une bonne formation, voilà, c'est pas la même chose. Vraiment, c'est pas la même chose. C'est passionnant, Claude. Merci. Petite question. Est-ce que dans tout ton univers, est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose pour que les auditrices, auditeurs puissent expérimenter ton monde, même si tu as déjà beaucoup partagé, mais une question, une méditation, quelque Oui, chose. c'est ça. En général, si vous voulez utiliser ma note dans mon livre, hein, j'en ai pas parlé, mais j'ai un livre voilà, qui marche bien. Tous les ans, j'ai de plus en plus de monde qui le lit, oui, voilà. Enchantée. Il y a une partie où je parle de mon histoire au début, et puis aussi de plein de concepts de psychologie de base, hein, des trucs simples, tout, c'est très facile à lire. J'ai voulu le faire pour que même les hommes puissent lire, parce que mais les libraires disent que les hommes ne lisent pas, donc je l'ai fait aussi pour les hommes. Euh, et il y a une partie exercice. Vous pouvez essayer de faire des exercices, mais ce qui est vraiment important, c'est de faire aussi les petits QR codes que j'ai mis, qui sont les centrages, les petites relaxations au début pour se connecter. Parce que si on se parle sans avoir de présence, sans une présence à soi d'abord, et puis après se connecter, faire le petit pont et tout ça, il se passera rien. Donc tout ça c'est dans le livre, mais la première chose, ça serait de faire, je vais vous faire ça, c'est en 1 minute. C'est juste un petit centrage déjà d'1 minute avant d'ouvrir les yeux. Et voilà, j'ai pas réfléchi avant, on va le faire ensemble. Avec plaisir. Si vous avez des choses dans les mains en train de noter, vous laissez tout de côté, trouvez une position confortable. Et l'idée, c'est de prendre deux, trois respirations profondes. Et on relâche comme un soupir de bien-être. Ah, sur l'expiration. Et on fait ça deux, trois fois. Et on laisse les yeux se fermer aussi pour être plus à l'intérieur. On laisse les yeux se fermer sur une expiration. Déjà là, de faire ça, je sais que je vais parler plus lentement parce que je vois que comme je suis un passionné, ben, mon débit s'accélère et tout, puis je respire plus. Ah, puis de relâcher deux, trois fois, ça permet vraiment de retrouver un genre d'homéostasie à l'intérieur, c'est-à-dire un équilibre. Le pouls se ralentit. Puis je reprends une respiration naturelle et je me connecte à ma respiration là où je la sens vivante, présente. Ça peut être au niveau du ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration. Puis je peux aussi me connecter à ma respiration au niveau du nez, l'air tiède qui entre par le nez et l'air plus chaud qui en ressort. Voilà, je choisis un endroit où je sens bien ma respiration vivante, présente. Et je me focalise uniquement sur cette respiration et ces endroits, cet endroit que j'ai choisi, ventre ou nez. Voilà. S'il y a des pensées qui passent, je les laisse passer comme des nuages dans le ciel. Et je reviens systématiquement à ma respiration. Je me connecte, je mets ma conscience sur ma respiration là où j'ai mis mon attention.
Voilà. S'il y a des pensées qui viennent, je les laisse passer comme des nuages dans le ciel et je reviens systématiquement à ma respiration, aussi souvent que cela est nécessaire. Une fois, deux fois, trois fois, 100 fois s'il le faut, je reviens, sans me juger. Voilà, puis quand vous vous sentirez prêt, tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, puis si vous étiez avec votre partenaire en face, bah, ça serait ouvrir les yeux sur votre partenaire. Voilà, là, j'ai les yeux sur toi, Olivia, même à distance, et c'est juste de se laisser sentir au début ce qu'on ressent, puis c'est ça, c'est d'installer un petit pont. Et le petit pont, c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert les yeux, ben, on installe un petit pont, c'est-à-dire que si je veux parler à ma partenaire, ben, j'ouvre grand mon cœur, hein, j'imagine un petit pont, puis mon cœur est grand ouvert, je mets une porte au niveau de mon cœur, puis je vais traverser le pont vers ma partenaire. Ben, c'est plutôt elle qui va traverser le pont vers moi, parce que si c'est moi qui parle, c'est le récepteur qui traverse le pont, qui vient vers moi, et puis elle va laisser son monde loin derrière. Quand on dit son monde, c'est toute la partie qui juge, qui critique, qui blâme, qui interprète. Puis elle va traverser le pont vers moi. Imaginez que c'est un pont en briques ou en bois avec des fleurs autour, peu importe. Puis elle va avancer dans mon monde pour m'écouter. Plus elle avance dans mon monde, plus elle va laisser son monde loin derrière. Puis quand son monde est loin, loin, loin derrière, il va devenir un petit point à l'horizon. Elle le laisse disparaître. Puis elle devient un miroir neutre, curieux, bienveillant. Hein, son monde est loin derrière et c'est juste toute la curiosité. Elle remplace la réactivité par de la curiosité. Puis quand je sens qu'elle est avec moi, je vais lui dire, voilà, je t'invite à venir visiter mon monde. Est-ce que tu es prête à m'écouter? Et je vais choisir un des dialogues qu'il y a dans mon livre ou un autre qu'on fait en stage. Et je lui partage pendant de 30 minutes à 1 heure, on définit le temps ensemble. C'est ça un dialogue. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'enfant. On est les yeux dans les yeux, pieds au sol, sur des chaises, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Et il y en a un qui va parler avec une feuille qui sera avec une passe à linge. On met une feuille et on regarde les phrases. Au lieu que ce soit le thérapeute qui fasse, il n'y a pas de thérapeute, là on est à deux. Donc les phrases, c'est les phrases du thérapeute. C'est au moment où je m'apprête à te parler, ce que je ressens. Puis voilà, j'aimerais te parler d'une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi, c'est, et on va prendre quelque chose de précis, puis après on va dire ce que ça nous fait. Puis il y a toutes des phrases qui sont là pour nous faire ressentir dans notre corps et se sentir connecté à l'autre. Après le reste, à vous de découvrir, parce que c'est un peu long, c'est un peu abstrait, on en parlait comme ça. Merci, ça me met déjà dans le cœur et dans l'amour. C'était pas abstrait justement, c'était super. Mais oui, c'est ça, de faire ces petites, ça c'est indispensable de faire ce petit temps de Bien. santé. J'ai 2 questions encore. Une que je pose à tout le monde à la fin de l'échange. Si toi, Claude, la personne adulte que tu es, tu regardes toute ta vie depuis ta naissance, avec tous les moments heureux, les moments difficiles, tout ce que tu as traversé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Si tu regardes tout ce chemin, qu'est-ce qui serait trois apprentissages que tu as envie de partager? Je sais que la première chose qui m'est venue, là, c'est marrant, c'est le métier de prof. Ben non, l'écolo. J'ai été directeur de centre de vacances, animateur de centre de vacances, et j'étais directeur de centre de vacances itinérant avec des ados. Et j'ai eu un mentor qui était un instit, il s'appelait Pierre. Je me souviendrai avec sa barbe, il était instit, et il m'a pris sous son aile en colo. J'avais 17 ans, lui il avait 30 et quelques années. Et il m'a appris comment rassembler les jeunes, comment leur parler, ne pas leur parler, tu sais, de comment on gère un groupe. Et ça m'a donné un premier apprentissage. Et ça m'a donné envie d'être prof. Puis quand j'ai été prof, j'ai appris l'autorité. C'est-à-dire l'autorité, c'est comment valoriser les jeunes, les encourager et en même temps mettre des limites, leur apprendre les limites claires, qu'il y a un temps pour rire, un temps pour travailler. Et j'ai vraiment appris à manier les deux en tant que prof. Donc j'ai appris l'autorité plutôt que le pouvoir. Et parce que moi j'ai vécu du pouvoir en tant qu'enfant. Mon père était strict, ben, il l'avait pas appris, hein, je lui en veux pas du tout aujourd'hui, bien sûr. Mais il était vraiment dur, strict, on pouvait pas parler. Et moi, j'ai été prof pour justement réparer ça, en fait, quelque part.
Donc ça, c'est un deuxième apprentissage que j'ai fait, d'apprendre le cadre, parce qu'un cadre bienveillant, sain. Puis Imago, alors là, Imago, ça m'a appris l'empathie. Imago, quand j'ai découvert l'Imago, j'ai dit, oh là là, j'ai pleuré, j'ai eu des frissons. J'avais jamais pleuré de ma vie, je pense. Et je me suis dit, ah, mon cœur va peut-être pouvoir un jour s'ouvrir. Parce que je pensais que j'avais pas de cœur. Tu sais, j'ai très autistique, l'empathie était très souvent absente. C'est-à-dire que quand j'étais fermé, l'autre pouvait crever, hein, je m'en foutais. J'ai fait des choses pas cool avec ça. Et je vois que le monde d'aujourd'hui manque d'empathie. C'est pour ça qu'on peut faire la guerre, qu'on peut pourrir la vie des gens des fois, parce que d'être coupé, c'est ça. Si on est dans l'empathie, on peut pas aller là. Et moi, l'Imago m'a vraiment appris l'empathie. Aujourd'hui, quand je suis dans les stages, je peux voir les enfants de chaque couple, même si j'ai été agacé à des moments, mais là, je peux plus être agacé parce que je vois la souffrance à l'intérieur. Et ça m'a appris vraiment à voir la souffrance de chacun et de voir qu'on est tous bons quelque part, qu'il y a des petits-enfants souffrants quand on est en dispute et de voir que c'est pas de la méchanceté, c'est juste de la souffrance et puis qu'on sait pas comment l'exprimer. Donc voilà, les trois apprentissages, c'est ça que j'ai fait. Merci beaucoup. Et si quelqu'un se dit, waouh, j'ai envie de rencontrer Claude Parisot, j'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie de découvrir l'empathie, la compréhension, le- la rencontre au niveau du cœur, où est-ce qu'on te trouve? Ben, aujourd'hui, j'accompagne essentiellement en faisant des stages, j'en fais beaucoup, beaucoup. Euh, on me trouve, il suffit de taper, moi je dis toujours, parce que là je n'ai pas les trucs par cœur, mais j'ai une chaîne YouTube, il suffit de faire Claude Parisot, hein, c'est Claude Parisot. Je suis sur Insta, il suffit de mettre mon nom, et puis pour avoir le programme des stages, il suffit de faire Claude Parisot plus agenda sur Google, et on tombe directement sur mon site, qui est un site d'hébergement, et qui n'est pas hyper développé, c'est juste que je mets les dates de stage. Moi, c'est vraiment dans les stages où je m'éclate, je rencontre les couples, j'apprends moi-même. Et de voir 100% des couples toujours satisfaits et heureux, on va dire 99,9, j'ai fait un stage là où, au Hameau de l'Étoile, on était 18 couples et il y a eu une personne, c'était vraiment douloureux même, c'était vraiment pas bien, c'était douloureux quoi. Des fois c'est douloureux de se connecter, de voir tout ce qu'on a manqué, c'est pas possible de recevoir. Et il y en a qui... Mais c'est rare, tellement rare. C'est vraiment 99,9% des couples repartent en lune de miel. Et c'est ça pour ça que je fais ce métier. C'est que c'est beau en 4 jours de voir les transformations qui s'opèrent. Tu vas pas me dire le contraire, donc je sais que tu l'as vécu. Donc c'est vrai que ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Mais il suffit de regarder toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube. J'en ai encore plein que j'ai pas mises. Quand je demande aux couples de témoigner, C'est impressionnant, j'avoue. Il y a On voyait des hommes qui étaient tractés par leurs femmes le premier jour, hyper fermés. Voir comment ça s'est comme ils ont fondu, c'était d'autres personnes à la fin. ah mais Ça, c'est ça. c'est Moi, fou c'est ça. pour les hommes que je fais surtout ça aujourd'hui, encore plus. Bah, les femmes, d'apprendre à arrêter de critiquer, parce que sinon, les hommes vont se fermer de plus en plus. Mais aussi aux hommes d'apprendre à s'ouvrir en sécurité, puis de les voir systématiquement remercier leurs femmes, systématiquement. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'hommes qui font le chemin d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes et qui confient trop la relation à leur partenaire. Et leurs partenaires, au bout de quelques années, elles sont épuisées, puis elles s'en vont. Puis là, il est trop tard. Ou elle dit stop, et puis quand elle dit stop, il est trop tard pour faire marche arrière. Quel dommage. Merci énormément, Claude, pour la belle personne que tu es, pour le beau travail tellement important que tu fais et touchant, et pour le temps que tu as partagé avec moi et avec ma communauté. Merci. Et puis à toi, j'ai beaucoup aimé. Je me sentais, tu vois, au fur et à mesure, je vois, ça fait plusieurs mois que j'en avais pas fait, puis je me sens vraiment détendu, puis que c'est encore plus limpide à l'intérieur de moi. Ça me permet aussi, moi, d'actualiser, puis m'actualiser, puis merci, c'était très agréable. Voilà. Merci, Claude, pour moi aussi. Bienvenue après cet échange riche. J'espère qu'il y a des thèmes qui t'ont touché, qui t'ont parlé. Si tu connais des personnes à qui ça pourrait faire du bien d'écouter les paroles de Claude, merci de partager cet épisode via WhatsApp, via les réseaux sociaux. Et
si c'est pas encore fait, merci d'abonner cette chaîne parce que ça permet au podcast de grandir. Et si tu souhaites connaître plus sur mon travail, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia où je partage un peu des choses différentes. Le lien est en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, et surtout, va voir le travail de Claude parce que c'est vraiment un travail ultra important, moi je trouve très sain, très puissant, très doux et très dans la bienveillance. Donc va le voir, peut-être sur Instagram et laisse-lui une tonne d'amour et peut-être bientôt toi dans un stage Imago avec Claude Parisot. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je te souhaite de trouver les ressources dont tu as besoin là maintenant et avec plaisir dans une semaine. Prends bien soin de toi.